Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, bonjour. Merci Pascal et toute ton équipe aussi pour cette invitation renouvelée, cette fidélité. Moi, j'ai effectivement plaisir à rejoindre une équipe qui innove autant, qui propose toujours des formes renouvelées liées à la pédagogie et à l'intégration réussie du numérique et des technologies. Et comme c'est un petit peu mon champ de travail, j'ai beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt à travailler avec cette équipe. Alors, j'ai parlé d'innovation puisque effectivement, ce qui m'intéresse, c'est aussi le champ innovation proposé ici. Donc, c'est aussi le message que je vais vous transmettre, ou du moins que je vais essayer de faire passer ce matin. Donc, le sujet qui est le mien va tourner autour de la plus-value et de la diffusion d'une innovation technopédagogique, c'est-à-dire comment on allie, si possible avec réussite, la pédagogie et la technologie. Alors effectivement, je m'appelle Jean-François Cessy et j'enseigne à l'Université de Pau et des Pays de la Dôme. Le plan que je vous propose, donc en 4 parties, comportera donc une première partie sur la pédagogie à l'ère du numérique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a au final une forme pédagogique qui s'adapterait plus à cette époque et à ces sociétés de l'hyperconnexion dans lesquelles nous vivons. Ou non, c'est-à-dire doit-on continuer tel que l'école était avant cette ère pré-numérique. En deuxième partie, donc, un nouveau modèle autour de l'intégration des technologies éducatives. Et là, c'est un modèle donc, que j'ai créé pour combler des manques, me semble-t-il, liés au modèle existant, que j'ai appelé l'amplificateur pédagogique, que j'avais présenté très brièvement l'année dernière. Et là, donc, dans une logique de continuité, je vais approfondir, puisqu'il est question d'innovation. Et donc, ça me permettra d'enchaîner sur la diffusion d'une innovation technopédagogique. Quels sont les constituants qui nous permettraient peut-être de la favoriser. Et en conclusion, donc, je vous présenterai un nouveau concept qui est le mien. Enfin, et après, bien sûr, tout ça reste négociable et n'est pas imposé. Alors, quand on parle justement de la pédagogie à l'ère du numérique, souvent, on peut constater une remise en question du numérique en éducation pour plusieurs raisons. Elles peuvent être de l'ordre du manque de maîtrise, effectivement. Un sujet qu'on ne maîtrise pas, on a tendance potentiellement à freiner un peu et à rester sur les formes que l'on maîtrise. Mais ça peut être aussi tout simplement parce qu'il y a une indisponibilité dans les établissements d'outils ou d'équipements nécessaires, de possibilité de réserver des salles équipées, etc. Et bon, c'est une excuse qui tient la route, on va dire. Si on n'a pas la possibilité de faire une intégration technologique, on reste sur des pédagogies classiques, c'est tout à fait logique. Et puis enfin, et c'est surtout, je dirais, peut-être la chose à bien regarder, c'est qu'à l'heure actuelle, en fait, tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que la technologie soit effectivement utile et souhaitable en pédagogie. Il y a des contradictions assez fortes dans ce champ de recherche entre des enquêtes ou des équipes technosceptiques. On pourrait citer par exemple l'enquête prophétique 2014 ou l'OCDE 2015, dont vous avez les références à la fin du PowerPoint, hein, si vous ne les connaissez pas, et qui montrent bien qu'en fait la technologie peut perturber, peut déranger, peut amoindrir en fait le message pédagogique et qu'elle peut être fortement nuisible. Bon, certes. Heureusement, on va dire, dans cette controverse, on peut trouver les deux camps et ça sera à vous de vous faire votre opinion partant de ça. Moi, je vais vous présenter qu'une vision, mais je n'impose rien à personne. Et en face de ça, donc, on trouve par exemple les travaux de Thierry Kersentier et d'autres équipes, comme par exemple Laboline, dont vous pouvez bénéficier par la proximité ici, les travaux de Margarida Romero, de Cindy De Smet ici, qui sont un petit peu dans ce champ de recherche de l'intégration réussie du numérique en éducation. Je vais reprendre une phrase de Thierry Kersentier qui me semble intéressante, hein, qui dit bien que les technologies peuvent avoir un réel impact sur l'apprentissage, la motivation, et c'est la fin de la phrase qui est intéressante. Encore faut-il développer l'art d'enseigner avec les technologies. Donc il étaye bien cette hypothèse qui est la mienne au départ de cette intervention, qu'il pourrait y avoir une pédagogie à l'ère du numérique, quelque chose qui serait efficace, amplifié par les technologies. Alors on va analyser ça. Alors comment on peut expliquer cette disparité d'avis des scientifiques du numérique sur le numérique en éducation? Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Pourquoi cette controverse existe? Est-ce que le défaut serait plutôt du côté de l'analyse scientifique? Et à ce moment-là, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on a mis en place les bons protocoles? Est-ce qu'ils sont reproductibles? Est-ce que les échantillons sont bien choisis? Donc, est-ce que la scientificité est avérée? Ou, au contraire, ça pourrait être plutôt venir de la proposition pédagogique qu'on analyse. Si effectivement on met en place des protocoles d'enquête sur une forme pédagogique qui n'intègre pas bien la technologie, fatalement, on pourrait conclure de manière hâtive que la technologie nuit
à l'apprentissage. Donc, l'hypothèse... Alors, il y a un message. Ça, c'est pas mon PowerPoint. Qu'est-ce que c'est ce truc? Voilà. Donc, on va vers cette hypothèse. Quelle pédagogie à l'ère du numérique? Est-ce qu'il existe une forme pédagogique qui se prêterait à l'intégration réussie du numérique? Alors, je tente une définition, et puis après, on va l'étayer. Cette définition, alors certains l'appellent pédagogie 2.0. Vous verrez qu'après, moi, je donnerai un nom... Enfin, en tout cas, à travers un nouveau concept que je vous propose, on va tenter de donner du sens. Alors, cette pédagogie, elle comporterait à peu près 3 volets. Une partie pédagogique qui serait donc une pédagogie de l'activité. Alors quand on parle active, ça veut dire active cognitivement parlant. Il ne s'agit pas de faire de la gymnastique pour tenter d'apprendre, mais bien de mettre en activité son cerveau. En deuxième volet, donc, on parlera de l'amplification par le numérique des scénarios de pédagogie active, c'est-à-dire qu'apporte le numérique, quelle amplification et sur quels critères. Et enfin, en 3, on parlera du volet culture numérique qui est indispensable à tout enseignant. Alors, comme on m'a dit, oui, le sujet cette année, c'est l'innovation, donc je vais innover, je vais commencer par le point 3. Alors, culture numérique, cette culture numérique nécessaire à tout citoyen de demain, et je vois des jeunes ici sur les bancs, et c'est bien, donc ça veut dire que quand on va intégrer le marché du travail, ce marché attend de nos jours que vous soyez acculturé au numérique, que vous puissiez avoir tout un tas de pratiques professionnelles avec cette amplification proposée par le numérique, et puis des réactions, on va dire, d'intégration réussie dans une société numérique. C'est-à-dire qu'il faut savoir interagir entre nous en respectant des codes liés à cet écosystème numérique. Donc tout ça, il s'agit bien que ce soit l'école qui forme à ça. Le seul souci, c'est qu'on ne peut pas, on n'a pas le temps dans les enseignements de faire une matière culture numérique. Donc il s'agirait que la culture numérique soit diffusée en toile de fond par tous les enseignants, ce qui nécessite que ces enseignants soient acculturés au numérique et à l'écosystème numérique. Alors jusqu'à présent, il existait les certifications C2I 1, C2I 2. Maintenant, ça passe par un serveur qui s'appelle PIX. Allez-y si vous voulez vous-même vous tester, savoir si vous êtes performant dans cette culture numérique, sur laquelle vous serez attendu tôt ou tard dans le marché professionnel. Mais jusqu'à présent, dans les métiers d'enseignement, il y avait peu d'incitation au passage. Donc les futurs enseignants, en fait, ne sont pas obligés de s'acculturer au numérique. Ça ne rentre pas dans les concours. Ça a été supprimé, en fait. Or, quand même, le ministère semble s'intéresser de nouveau à ça, puisque depuis 2018, donc cette année, il y a eu un décret l'année dernière, le 9 mai 2017, qui propose aux néo-enseignants universitaires d'obtenir 32 heures de décharge pour se former à la pédagogie au numérique. Donc ça, pour moi, c'est le premier réinvestissement du ministère avec une volonté forte de déployer la culture numérique au sein de ses équipes enseignantes. Ce qui est un point positif, hein. Alors on va passer au point 1 maintenant de mon plan de tout à l'heure, donc sur la tentative de définition de la pédagogie à l'ère du numérique, et on va parler de la pédagogie active. Alors, de quoi s'agit-il? Pour ça, je vous propose par exemple d'aller visiter ce qui se fait un petit peu ailleurs. Je vous propose une visite pédagogique, c'est un concept nord-américain, on ouvre les classes et on va voir comment on enseigne ailleurs. Alors je vais vous emmener dans un pays. Vous avez peut-être deviné d'où il s'agit? Ah, ça y est. Donc, on va faire un peu de Finlande. Mais bon, vous étiez au bon endroit à peu près, hein. Alors, savez-vous que la Finlande, alors certes, c'est un petit pays, certes, on ne peut pas comparer, on n'a pas la même culture, etc. Certes. Mais avec toutes ces réserves-là, on peut quand même regarder ce qu'ils font. Ça n'empêche pas. Donc, regardons. Ce petit pays, donc, enfin, pays petit en nombre d'habitants, a été quand même premier au classement PISA en 2003, 2006. En 2015, ils ont fait un très bon score, ils étaétaient 5e, là où la France était 27e. En taux de diplômés d'études supérieures, vous voyez qu'ils en sont à 43, nous on en est à 35. On pourrait se rassurer en disant oui, mais l'Allemagne. Le taux d'adultes ayant un niveau d'études supérieur à celui de leurs parents en 2012, vous voyez qu'ils sont à 56, on est à 45. Alors comment font-ils pour avoir un système éducatif qui semble quand même très performant? Alors, dans les années 70, en fait, ils ont fait beaucoup de réformes pour lutter contre un système qui était jugé trop pélitiste, avec la volonté d'avoir davantage de savants dans toutes les classes sociales, et puis surtout le fait d'avoir une vraie égalité des chances pour une école identique pour tous sur les 9 premières années, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école privée, en fait, jusqu'au lycée. Ça n'existe pas, c'est interdit. Et, vous le savez, en France, on a quand même ce souci-là d'une école qui est assez peu égalitaire, hein, qui creuse les inégalités sociales. C'est un des
on va dire, des gros chantiers qu'on devrait travailler. Donc là, apparemment, ils ont réussi ça plutôt bien, notamment avec une approche pédagogique qui est basée sur la créativité et la coopération en groupe. Donc il n'y a pas de compétition entre les élèves, il y a très peu de notes en primaire, il n'y a pas ou peu de devoirs, pas de classement du tout. Donc l'objectif étant vraiment de déployer une ambiance de classe qui soit saine, qui aille dans le développement de l'enfant, de sa confiance et de sa valorisation. Et les enseignants témoignent, les profs là-bas témoignent du peu de discipline qu'ils ont à faire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de discipline à faire. Ils travaillent dans une ambiance très saine. En cours, il faut savoir qu'en fait, ils sont toujours 2 enseignants en équipe. Il y en a un qui enseigne, en alternance, et puis l'autre, en fait, qui observe les élèves qui pourraient décrocher. Et dès qu'ils observent quelqu'un qui est en difficulté, ils l'isolent dans la salle d'à côté. Ils lui font un petit cours particulier pour le remettre à niveau, et après, ils le réintègrent dans le groupe. Donc, ce qui fait qu'en fait, on ne laisse jamais un élève buter sur quelque chose. Il faut toujours le remettre à niveau pour éviter que les difficultés s'enchaînent, s'entassent et qu'on arrive à un élève décrocheur. L'enseignant est aussi dans une logique différente d'approche métier puisqu'il a une totale autonomie pédagogique, il est formé pour concevoir lui-même son programme et une totale autonomie pour choisir le matériel qu'il utilise, etc. Et enfin, au lycée, alors il y a d'autres points, mais j'ai dû synthétiser, les élèves construisent leur emploi du temps. C'est-à-dire que c'est eux qui construisent les matières, qui choisissent les modules. Et surtout, ils définissent la durée de leur cursus entre 2 et 4 ans. C'est-à-dire que s'ils veulent faire leurs études rapidement, par exemple pour pouvoir aller travailler plus vite ou faire des études plus vite pour que ça coûte moins cher, ils peuvent mettre le lycée sur 2 ans. Si au contraire, ils veulent dire oui, moi je m'intéresse au sport ou aux arts, donc avoir d'autres pratiques intercalées, ou tout simplement réguler le rythme parce qu'ils sont peut-être un peu moins performants sur les notes, ils peuvent diluer leurs études sur 4 ans en lycée. Ce n'est pas considéré comme un redoublement ou autre, c'est vraiment juste un étalement dans le temps. Alors, certes, effectivement, c'est la Finlande, mais en France, ce qu'il faut savoir, c'est que l'école normée telle qu'on la connaît, elle est jeune, elle n'a même pas 200 ans. Enfin, moi, je prends cette date historique, après c'est pareil, c'est négociable, on a le droit de ne pas être d'accord, mais en 1933, François Guizot, donc première école normale qui existe toujours et dans le fonctionnement, pour standardiser la formation des maîtres. Et c'est à partir de ce moment-là que l'enseignement simultané, tel que vous le connaissez, un enseignant pour tant d'élèves, dans tant de mètres carrés, avec tant de tables, de chaises, etc., est normé, puisque avant, on avait énormément de la présence de l'enseignement mutuel, c'est-à-dire de l'apprentissage par les pairs, un apprentissage beaucoup plus coopératif et collaboratif. Donc, quelques temps avant, on procédait différemment. Donc ça peut nous permettre de re-questionner la forme qu'on vit maintenant. Elle n'a pas de ce qu'on pourrait en penser. Donc j'ai de cette tentative de définition de la pédagogie à l'ère du numérique en parlant de l'amplification apportée par la technologie dans nos scénarios de pédagogie. Alors il existe de nombreux modèles, je vous ai mis des références en bas, SAMR qui est un des plus connus, qui traite de la substitution, de l'augmentation, de la modification et de la redéfinition, qui est un processus donc évolutif de l'intégration pédagogique des technologies en contexte éducatif. Et moi, ce qui me manquait dans ces modèles, ils sont très intéressants, hein, ce qui me manquait, c'était la dimension amplification, et puis la dimension critères sont amplifiés. Peut-être fournir à mes collègues enseignants, quand je suis en formateur, leur transmettre une grille d'analyse que je vais vous donner aujourd'hui, si vous souhaitez l'utiliser, vous pourrez le faire, pour décortiquer un dispositif pédagogique, voir en quoi il innove, sur quels critères, et comment défendre votre innovation auprès d'une institution, par exemple, en donnant les bons arguments. Donc je vais vous donner cette grille d'analyse-là. Pour cela, donc, je vais vous proposer le modèle de l'amplificateur pédagogique et ses critères. Alors c'est pareil, je propose quelque chose sur lequel j'ai travaillé, qui me convient. Je vais prendre la. On sait très bien que si on met un signal en entrée parasité, un mauvais signal qui n'est pas adapté à l'amplificateur, en sortie, un signal encore plus parasité, encore plus désagréable à écouter. L'entrée, une belle mélodie, est compatible en niveau. En sortie, donc j'aurai plus fort, donc que j'appellerais un signal à plus forte portée, c'est-à-dire qu'on va l'entendre plus loin.
alors elle porte entrée, ce soit une pédagogie qui n'est pas adaptée à l'amplificateur pédagogique, c'est-à-dire à la technologie en éducation, en sortie, j'aurai un signal plus parasité. Dans le contexte, c'est normal que les étudiants aient un signal qui est passé par la technologie, puisqu'il est encore plus parasité. Écouter le signal à la source. Si on met là-dessus un protocole d'enquête scientifique sur l'intégration du numérique dans ce contexte-là, il va conclure que les étudiants sont perturbés par la technologie, ont des pertes d'attention et préfèrent écouter le signal original. Et ils ont raison, puisque ça ne marche pas. Par contre, si la pédagogie en entrée de la technologie éducative est adaptée à cette technologie éducative, on aura un signal en sortie, un beau signal, amplifié, un signal donc à plus forte portée sur un grand nombre de critères que je vais détailler juste après. C'est-à-dire quelles sont les amplifications qui peuvent être apportées par cette technologie éducative.